François Perret, bonjour. Bonjour. Alors je vais vous demander de reculer quelques années en arrière, autant d'années que vous le voulez d'ailleurs, et de me raconter un souvenir d'école, d'études, un moment où vous étiez particulièrement fier, un vrai souvenir d'une rencontre, d'un cours assez sensationnel, quelque chose voilà, dont vous vous rappelez comme si c'était hier. J'ai plein d'excellents souvenirs de ma scolarité à Sciences Po et en particulier Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre en visio François Perret, DG de l'association Pacte PME qui crée des passerelles et met en relation des PME avec des grands comptes privés ou publics. Mais avant ça, on va parler un peu de vous. François Perret, vous avez été diplômé de Sciences Po au début des années 90. Votre anecdote juste avant n'est pas étrangère à cela. Et vous avez été diplômé de l'ENA 20 ans plus tard, donc la promotion Robert Badinter. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, François Perret? Racontez-nous un peu. d'abord, en tout cas, mon parcours montre bien que l'ascenseur républicain fonctionne. Puisque effectivement, après Sciences Po, j'ai décidé d'être directeur d'hôpital. Et donc j'ai passé en réalité une bonne dizaine d'années à Nice, au CHU. Et mon ambition, c'était de découvrir aussi d'autres réalités professionnelles, d'autres fonctions publiques. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques années, alors je ne crois pas que ce soit 20 ans, mais en tout cas quelques années plus tard, effectivement, j'ai décidé de franchir le palier pour ensuite sortir du côté économique, du côté de Bercy. Donc je suis passé de la sphère sanitaire et sociale à la sphère économie, ce qui me plaît énormément aujourd'hui. Alors justement, vous êtes à la tête de Pacte PME depuis presque 7 ans. Pourquoi vous, à ce poste, justement, François Perret? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces enjeux économiques, dans ces enjeux sociétaux aussi, hein, entre les entreprises, les différents acteurs éco? Qu'est-ce qui vous passionne dans tout ça? Ça fait plus de 10 ans que je suis animé par un pas qui est celui de la croissance des PME. Les premiers rapports, il y a déjà une quinzaine d'années, notamment du sénateur Retailleau à l'époque, montraient qu'on avait beaucoup de PME en France, mais qu'on arrivait avec grande difficulté à les convertir en ETI. Et j'ai pris ce combat et ce défi à bras-le-corps, d'abord en travaillant effectivement à Bercy, la Direction générale des entreprises, puis en cabinet ministériel où j'ai secondé la ministre Fleur Pellerin sur les sujets PME entrepreneuriat. Et aujourd'hui, effectivement, depuis 2015, je suis à la tête de Pacte PME parce que je trouve qu'il y a un excellent levier de croissance pour les PME, c'est l'appui collaboratif que peuvent fournir les grands groupes. Donc c'est ça le combat que je mène maintenant depuis toutes ces années, c'est tisser le lien finalement entre les entreprises de toute taille et leur montrer qu'elles ont un destin commun, qu'elles ont une capacité de se projeter mieux ensemble vers la conquête, vers les marchés internationaux. Et Et c'est un vaste défi. ce Il y a tout. destin commun, ce destin commun, François Perret, dont vous parlez, c'est quoi exactement? Ce destin commun, c'est d'abord de pouvoir partager du développement, pouvoir partager de l'innovation. On sait qu'aujourd'hui, on a 98-99% des innovations les plus spectaculaires qui sont réalisées de façon collaborative. Le temps où les grands groupes, les laboratoires pouvaient chacun dans leur coin travailler à faire émerger des innovations est un temps très largement révolu. Depuis une dizaine d'années, les grands groupes réalisent que il faut s'appuyer également sur l'agilité, sur le sens de l'innovation que peuvent avoir les PME. Et sur le sens du partage aussi, François Perret, vous l'avez dit, 56 grands comptes, dont LVMH, Danone, Veolia ou la BNP Paribas, 34 organisations professionnelles, dont le MEDEF et le réseau Entreprendre. Au milieu de tout cela, de la mise en relation, des rencontres entre ces différentes parties. Le premier besoin des PME, François Perret, en tout premier, c'est quoi? C'est la première pierre à l'édifice de cette mise en relation et de ce partage. Ça se passe où et ça se passe pourquoi exactement? Ça va vous paraître très prosaïque, mais le premier besoin de la PME pour accéder à un grand groupe, c'est déjà de trouver un interlocuteur chez le grand groupe. Et c'est très compliqué parce qu'en réalité, il y a plein de points d'entrée possibles chez un grand groupe, du côté des acheteurs, du côté des gens de l'innovation, du côté des différents métiers. Et donc, le premier défi, c'est de bien expliquer aux grands groupes qu'ils doivent se rendre visibles auprès de leurs interlocuteurs.
Et ça, c'est un tout premier challenge qu'on essaye de relever avec Pacte PME en sensibilisant effectivement nos grands groupes à cette nécessité d'être plus accessibles. Et ensuite, donc c'est amusant ce que vous dites, François Perret, enfin à la fois amusant et intriguant, c'est-à-dire que même à l'heure des réseaux sociaux, du mail, de l'image, Internet est une grande vitrine. Et ben malgré cela, il y a quand même comment dire, des empêchements pour trouver cet interlocuteur, ce premier interlocuteur que vous mentionniez à l'instant. Ça s'explique quand même par la symétrie finalement, hein. On a des grands groupes qui sont extrêmement convoités, qui sont de très peu nombreux en définitive d'un côté, et de l'autre côté, on a près de 4 millions d'entreprises dans notre pays, ce qui est absolument formidable, hein. Il y a un élan entrepreneurial depuis 15 ans dans notre pays qui est absolument extraordinaire. Mais du coup, on comprend bien que le gâteau à conquérir en termes de commandes chez les grands comptes, il est évidemment convoité par tout cet ensemble de PME et de start-up. Et donc, évidemment, les grands groupes se protègent aussi. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois s'ouvrir, mais s'ouvrir aux plus performants, aux plus innovants, à ceux qui ont la taille critique. Et puis les autres, bah, ils passent forcément un petit peu après. Voilà, c'est un petit peu ces réflexes, je dirais, de repli qu'il peut y avoir et que nous, on essaye évidemment de chasser, de combattre pour que les grands groupes soient plus accessibles auprès des PME et des start-up aujourd'hui dans notre pays. Vous êtes François Perret assez bavard, notamment sur le réseau social LinkedIn, et vous saluiez, pas plus tard qu'hier, la performance de l'entrepreneuriat au féminin en France. Qu'est-ce qui bouge sur ce créneau? Il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, il y a toujours des inégalités dans l'accès à la création d'entreprises. Il y a aujourd'hui, je crois, 39% seulement des créations qui proviennent des femmes parce que il y a encore des barrières à l'entrée. Les femmes qui surperforment quand elles sont à la tête des entreprises, on le sait par différentes études, notamment au niveau des PME, ont quand même du mal à lever des fonds. Il reste encore des préjugés, je dirais des schémas sociétaux qui entretiennent l'idée que l'homme devrait créer l'entreprise et la femme se livrer à d'autres activités. Alors évidemment, tout ça est très, très ringard, très anachronique. Et on voit, et on a réuni effectivement hier, entre Pacte PME et BNP Paribas, une dizaine de dirigeantes avec une énergie, un tonus extraordinaire et surtout une attitude extrêmement ouverte pour échanger, partager entre elles l'expérience et puis justement les clés de la croissance. Et nous, on veut entretenir évidemment ce projet à Pacte PME, de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit ouvert évidemment au plus grand nombre, mais qu'également celles qui se saisissent de cette opportunité, donc quand il s'agit des femmes, on puisse les aider à franchir les différents paliers, accélérer leur modernisation, intéresser les investisseurs, c'est évidemment très important. Vous vous êtes porté candidat à la direction de Sciences Po, décidément François Perret, vous avez un nombre de casquettes assez étonnant. Sciences Po qui cherche son nouveau directeur, donc votre nom n'a pas été retenu. Pourquoi vous êtes-vous porté candidat, déjà, première question, et ensuite, pourquoi votre nom précisément n'a pas été retenu ? Alors, autant je peux répondre facilement à la première question, autant la deuxième, évidemment, il ne m'appartient pas de dire pourquoi on n'a pas retenu ma candidature, mais je dirais quand même un petit mot là-dessus. D'abord, pourquoi je me suis porté candidat? Parce que j'étais très malheureux. J'ai constaté au départ du précédent directeur, Frédéric Nion, en février dernier, que au fond, Sciences Po, qui a quand même énormément d'atouts, était regardé de façon extrêmement négative. Et il y a eu une véritable onde de choc. Il y a peut-être encore aujourd'hui à Sciences Po une crise de confiance dont les équipes dirigeantes devront aider Sciences Po à se relever, une crise de confiance qui tient bien sûr sur le fond à l'affaire Olivier Duhamel, à tous ces sujets éthiques, mais qui sont finalement très extérieurs à la gestion de Sciences Po, mais qui tiennent aussi au fait qu'à Sciences Po, les communautés sont très fracturées. Moi, mon ambition, à travers le projet que j'ai porté, avec une quinzaine d'universitaires, de chefs d'entreprise, d'élèves et d'anciens élèves, c'était justement de fédérer les communautés autour d'un projet, de bâtir un vrai plan stratégique où les enseignants-chercheurs, c'est devenu une communauté importante à Sciences Po avec 250 enseignants-chercheurs, les enseignants vacataires qui constituent le gros des bataillons avec 4000 personnes, les élèves, la direction puissent de nouveau travailler ensemble et s'unir autour d'un projet, je dirais à la fois ambitieux et équilibré. Alors maintenant, sur la question de ma candidature, je dirais simplement qu'en tout cas, moi, je suis fier du projet qu'on a pu porter effectivement avec mes différents coéquipiers. C'était un projet, je dirais, à la fois ambitieux,
et équilibré. J'ai interviewé énormément d'élèves et d'anciens élèves, j'ai interviewé beaucoup d'enseignants de Sciences Po et des universités parisiennes et des régions, de laboratoires de recherche, pour essayer de comprendre avec eux quels étaient les points clés d'ajustement et de transformation que devait connaître Sciences Po. Bon, c'est dommage, à vrai dire, parce que je crois que je pouvais porter ce projet qui était plus un projet collectif qu'un projet reposant strictement sur mon nom. Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'échec utile. J'ai défendu avec Fleur Pellerin l'idée du rebond de l'entrepreneur. Donc j'espère que vous m'accorderez un premier droit à l'échec et que je pourrai effectivement, une autre fois, représenter un autre projet et puis convaincre cette fois-ci le plus grand nombre. Alors moi, François Perret, évidemment, je vous accorde cet échec. Malheureusement, ça ne va pas changer grand-chose. On a beaucoup parlé, François Perret, de l'ENA, de la transformation de l'ENA ces dernières années. On parle maintenant de la transformation de Sciences Po. Vous avez évoqué à l'instant des ajustements. Est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas un ajustement assez global, finalement, des grandes écoles à la française et d'un certain modèle, quoi? Vous savez, il y a toujours une suspicion finalement à l'égard de ceux qu'on appelle les élites, alors même que notre besoin, évidemment, dans notre pays, dans notre République, et c'était même l'origine de la création de Sciences Po, hein, rappelez-vous, en 1872, la fondation de Sciences Po par Émile Boutmy, elle répond quand même à un constat sévère d'échec après la défaite de la France face à la Prusse. Et là, on se dit il faut effectivement bouleverser la manière de décider et de former ceux qui vont devenir les décideurs de demain. Je crois que les deux écoles dont vous parlez se sont énormément transformées déjà. Sciences Po s'est internationalisée, Sciences Po s'est investi dans le champ régional en ouvrant 7 campus en tout en France. Et je crois que l'ENA n'a pas été en reste. Je pense que l'ENA s'est quand même assez largement démocratisée, que l'ENA s'était ouvert au cours des dernières années des profils un petit peu plus diversifiés. C'était peut-être d'ailleurs le sens aussi de ma présence dans cette scolarité il y a quelques années maintenant. Et donc, bon, voilà, c'est peut-être un peu dommage qu'on cherche aujourd'hui peut-être à faire table rase de toutes ces transformations qui avaient été engagées. Mais moi, je suis toujours un optimiste confiant dans l'avenir et je sais que s'il y a cette réforme de la haute fonction publique, bah, c'est peut-être à nouveau pour aller plus loin dans ces réformes et peut-être demain pour assurer que l'administration réponde toujours mieux aux attentes de ses usagers. Et Dieu sait que ces attentes sont évidemment devenues très, très, très fortes au cours des dernières années. François Perret, DG de l'association Pacte PME. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.